Bienvenue dans l'émission Le Business du Fitness, le podcast pour comprendre le futur du fitness et inspirer tous les professionnels à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Je suis Andy, coach sportif depuis 20 ans et j'accompagne des coachs et des patrons de clubs à créer un business dont ils sont fiers. Avec ce podcast, je vous propose de rencontrer ensemble des personnes inspirantes. L'idée est de rentrer dans leur tête et de comprendre comment ils en sont arrivés là aujourd'hui. Si vous voulez recevoir toutes les notes de l'épisode, pensez à vous inscrire à la newsletter. Vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Manuel Delsals, coach sportif sur Saint-Étienne. Il a créé sa société Perf & Fit où il propose avec son équipe de coachs de la préparation physique, de la remise en forme, également du sport en entreprise et des événementiels. Il va nous expliquer comment se lancer en préparation physique. L'une de ses autres passions, c'est également d'optimiser le cash flow des coachs sportifs. Avec Manuel, on a parlé de plein de choses passionnantes, de préparation physique bien sûr, de la difficulté de trouver des missions, de la relation compliquée à l'argent quand on est coach, de comment se lancer dans le coaching sportif quand on part de zéro, et bien sûr, je le questionnerai beaucoup sur l'optimisation de son business. Bref, un sujet passionnant, je vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Manuel Delsals. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Manuel Delsals. Donc, merci Manuel. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. Merci beaucoup Andy de m'accueillir. Manuel Delsals, comme tu l'as dit, j'ai 30 ans. Je suis coach sportif, même si j'y passe un petit peu moins de temps maintenant, dans la région autour de Saint-Féréol-d'Auroux, donc dans la région stéphanoise, Saint-Étienne. Je suis coach sportif depuis une dizaine d'années et ces derniers temps, formateur et expressément spécialisé sur tout ce qui est l'optimisation financière, fiscale, économique, mais même l'optimisation globale des business des coachs sportifs. On travaille donc sur la structure. Ok, excellent. Moi, je pense qu'on aura du coup l'occasion d'en rediscuter parce que je pense que ça peut intéresser la communauté. Bien sûr. Je vais revenir un petit peu du coup j'aime bien revenir un petit peu sur l'essence même. Comment tu es tombé dans le coaching ? Est-ce que c'était voulu ? Est-ce que tu avais cette voie toute tracée ou au contraire, c'est venu par hasard ou par les expériences ? Oui, en tout cas, le sport, c'était tout tracé, j'ai envie de dire. J'ai été plutôt bon élève. On a eu l'occasion un petit peu d'en parler. Puis, j'ai eu un tournant aux alentours du lycée. Déjà, je savais que je voulais faire quelque chose d'actif. Donc, j'avais même regardé pour l'armée, j'ai été pompier volontaire, j'avais regardé tout ça. Je voulais en tout cas un métier actif, un métier de terrain, un métier qui a du sens parce que j'avais des profs surtout qui me disaient tu feras comptable, tu feras dans les sciences, chercheur, etc., etc. Et ça ne me plaisait pas au point que j'ai été mal dans ma peau. Donc, comme on a tous nos histoires, mais j'ai eu quelques soucis de santé à cause de ça. Et j'en suis sorti en disant non, ça me fout mal dans ma peau, il faut que je fasse quelque chose d'actif. Et à partir de là, comme tout lycéen soutenu par ses parents, ils m'ont beaucoup aidé en me disant il existe un truc qui allie les deux, c'est les sciences et le sport, ça s'appelle STAPS, etc. Et j'ai creusé dans cette voie. Puis après, la pente glissante m'y a emmené. On est en STAPS, on étudie ça, j'ai fait de la prépa physique jusqu'au master. Et après, c'était le traditionnel cursus de l'étudiant en sciences des activités physiques et sportives qui se retrouve donc à faire de la prépa physique. Et comme la prépa physique, ça prend un temps, mais il y a du temps libre, du coaching, etc., etc. Après, la voie était assez tracée à partir de ce moment où c'était acté et que je ne voulais pas faire un truc trop intellect, mais mêler terrain et intellect. En effet, ça s'est apparu comme une évidence. Ok. Et toi, comment tu as vécu tes années en STAPS ? Parce que chaque fois que j'interviewe, que je discute avec certains, et voilà, il y en a, ils ont adoré. Il y en a d'autres, c'était pas forcément, mais ils ont persévéré ou ils sont sortis à un moment donné. Comment toi, tu as senti les choses ? Qu'est-ce que tu en retires de tout ça ? Moi, super. Non, moi, super, vraiment dans le sens où j'ai pas besoin d'un coup de pied aux fesses, si je puis me permettre, ou j'ai pas besoin qu'on me mâche le travail pour aller sur le terrain. Et donc, ce qui manquait, je sais qu'on dit souvent STAPS, il y a beaucoup de théories, mais après, derrière, c'est vide ou c'est pas corrélé au terrain, etc. La corrélation, j'arrivais à la faire moi-même. Et du coup, vraiment, le contenu que j'avais besoin était là. L'univers également. Je prends de ma ville, mais on a une fac sympa, STAPS à Saint-Étienne, avec vraiment des intervenants qui nous emmènent sur la piste d'athlée avec le radar à vitesse ou des trucs comme ça. Donc, on faisait vite les corrélations. On avait des bons intervenants qui sont bien reconnus. Donc, non, j'ai vraiment apprécié ça.
Ok. Parce qu'en fait, ouais, nous, Ouais. ceux qui nous écoutent en France, on a plusieurs voies Mm. pour arriver justement au métier de coach sportif. En tout cas, à l'heure où on tourne cette interview, c'est en 2022. On ne sait pas comment il va évoluer le diplôme ou autre, mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, on a plusieurs voies. Qu'est-ce que tu dirais du coup à des personnes qui tombent sur cette vidéo, qui se posent la question de se lancer dans le coaching? Est-ce que le STAPS, c'est une solution? Il y a le BPGEPS, il y a pas mal de choses aujourd'hui. Comment tu pourrais promouvoir, on va dire, le STAPS? Qu'est-ce que tu en retires, toi, personnellement, du métier en fait, de coach? Bah, pour tout te dire, avec le recul, je peux le promouvoir ou pas, le STAPS. Mais la guéguerre, on y passe tous, je pense, pendant un temps. La guerre des diplômes, ça c'est mieux que ça c'est mieux que ça. Il y a un moment, je pense qu'il faut en sortir. Et c'est comme proposer telle séance de sport ou telle discipline ou telle autre à nos clients. Et ben, il y a en fonction des objectifs de chacun et d'où on est. Je pense que quelqu'un qui sort du lycée, qui trace sa route, le STAPS est plutôt indiqué. C'est une filière très universitaire qui vient dans la continuité du bac, très complète, même si elle est critiquée pour cet aspect terrain, on pourra y revenir, mais plutôt complète et vraiment qui nous emmène, si je suis à l'aise au lycée, c'est un peu le même fonctionnement avec plus d'autonomie, mais j'ai les bancs de la fac, les études, etc. Si je suis en reconversion ou si le lycée, ce n'était pas trop ça parce qu'il me faut vraiment plus de concret, je trouve que le BPGEP, c'est plus indiqué. Je vais être plongé souvent dans l'univers des CREPS ou d'autres structures qui accueillent des BP. Il y en a d'autres, mais moi, je les connais beaucoup en CREPS, comment ils marchent. Et là, vraiment, c'est un peu plus comme de l'apprentissage. Je vais être beaucoup plus plongé dedans. Je pense qu'il y en a pour tout le monde. Et le CQP pour vraiment les reconversions, si je veux faire quelques cours à côté, il y en a vraiment pour tout le monde. Je n'irai pas cracher sur l'un ou sur l'autre. Mais vraiment, je pense que c'est à comparer et c'est à ne pas écouter forcément ce qu'en disent les autres, mais ce que moi, je ressens. On me présente le cursus, on me présente le contenu. Ça me parle, ça me fait écho ou pas. J'y vais ou j'y vais pas. Mais voilà, Du les coup, ouïs tu as dire. choisi quoi, toi, comme cursus au STAPS? Alors moi, je suis parti en STAPS de base, borné dans mon idée d'être pompier professionnel. J'ai pris la filière entraînement sportif Ouais. parce que à l'époque, c'était une licence. Maintenant, il me semble qu'un DUST suffit. En entraînement sportif, on passait directement le concours lieutenant, Ok. pompier pro. Voilà. Donc, l'idée bornée, c'était ça. Arrivé en première année STAPS, c'est très général, c'est STAPS. Arrivé en deuxième année, on se spécifie un peu. C'est là qu'on choisit nos options. Donc, entraînement sportif dans mon cas. Et c'est là qu'en fait, j'ai été tombé amoureux de la planif, la prépa physique, préparer des objectifs, faire des. Je t'ai dit, la théorie et moi, j'aime bien l'appliquer au terrain, faire des plannings de 12 semaines pour atteindre le pic de forme, les trucs comme ça. Ouais. Et du coup, j'ai en effet progressé sur entraînement sportif en licence et master préparation physique derrière. Du coup. Ok, Et excellent. m'est sorti l'idée des pompiers pendant le cursus. Je suis Ouais. resté là-dedans. Yes. Un peu comme moi où au début j'étais focalisé sur entraîneur de foot et que à Ouais. la fin, 20 ans après, je suis toujours resté dans le même secteur d'activité. Et on découvre des Et, choses. et c'est clair que on est souvent après à dire ouais, la formation Intel ou le cursus. Moi, je pense qu'honnêtement, si tu as envie, en fait, si tu es passionné par ce métier et que tu as envie d'aider les autres, quel que soit le cursus que tu vas utiliser, de toute façon, tu vas t'y retrouver. Et moi, je pars du principe que le diplôme pour avoir bossé en Suisse et en Belgique, qui n'ont pas forcément de diplôme obligatoire, je veux dire, à un Ouais, moment donné, si tu veux être bon, il faut c'est que la tu sois compétence. autodidacte et il faut que tu ailles chercher l'information, il faut que tu ailles continuellement te former. Moi, si j'étais resté sur mes acquis il y a 20 ans en arrière, sur mon brevet d'état des métiers de la forme, je pense que voilà, Ouais. ça fait longtemps, je pense que j'aurais arrêté ou autre. Donc, c'est clair qu'il faut être curieux dans ce métier-là et il faut toujours se former parce que heureusement, en tout cas, moi, c'est pour ça que je suis resté, c'est que ça évolue, quoi. Et c'est ça Ouais, qui est bien sûr. intéressant. Bien sûr. Et donc, du coup, fin du cursus, comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu as des opportunités dans des clubs, dans la prépa physique? Comment tu vois les choses? Parce que la difficulté, en fait, c'est bon, le diplôme, c'est une chose, mais après, c'est voilà, qu'est-ce qu'on fait? Les Qu'est-ce qu'on fait débouchés. de notre vie? Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Ouais, les opportunités, je pense qu'il faut les créer. Euh, Fin de dernière année de master, j'avais recompté pour l'occasion d'une interview récemment, ça dépassait les 1000 mails que j'ai fait. Donc, tu parlais de foot, clairement, j'ai pris, c'est simple, sur toutes les fédés, qui est un sport à haut niveau, je suis allé sur les sites des fédés, j'ai pris tous les clubs,
foot, volley. Je suis du handball à la base, donc j'ai commencé par le handball, mais bon, tous les sports co, puis après les sports individuels, tac, tac, tac. Et chaque club qui était dans le haut niveau, j'ai pris les mails, j'ai envoyé les CV. J'ai fait en plusieurs mois, hein, mais plus de 1000 mails. J'ai pas eu de réponse. J'ai pas eu une seule réponse. Et ce que j'ai trouvé, comme quoi, hein, c'est sur Facebook. J'ai vu un combattant professionnel qui, pour son club de MMA à Paris, cherchait un préparateur physique en indépendant, rémunéré, etc. Donc, j'ai suivi cette piste et je me suis retrouvé à Paris. Mon master était à Montpellier. Je me suis retrouvé à Paris, du coup, Donc, totalement du ailleurs jour au que… lendemain, tu as décidé de partir à Paris juste par rapport à Ouais, ce… en fait, je finissais mon master. Je savais que je l'aurais, tout se passait bien. Et je suis déjà allé avant les examens. Je suis monté à Paris rencontrer le directeur de la structure. J'ai regardé Ouais, autour d'autres jobs parce que j'y aurais été 2 jours dans la semaine là-bas. ouais, Donc ok. ça nourrissait pas un jeune de 20 ans. Et du coup, bon, j'ai regardé d'autres choses. J'ai fait un petit peu mon plan, en effet, sur la comète. Et puis après, tout s'est enchaîné comme ça. Mais ouais, à partir du moment où je savais que je voulais faire dans le haut niveau et que les places étaient chères, et si une porte s'ouvrait, j'y allais. Ouais. Ok. Donc, du coup, tu vas sur Paris et ça se passe comment, cette expérience-là? Quand j'arrive, finalement, il ne veut pas me rémunérer. Mais, Ok. mais ça se passe. Il y a on va dire, des échanges d'avantages qui se font. Donc, j'avais quand même intérêt à y rester. C'est en plus devenu maintenant le plus gros club de France. À l'heure où on parle, d'ailleurs, BFM a parlé d'eux, puisqu'un gros combat se prépare. Je ne suis plus chez eux, mais un gros combat se prépare ce samedi 22. Et clairement, voilà, ceux qui sont en tête, j'ai eu l'occasion, qui me serre la main, c'est plus ceux qui nous la serrent d'ailleurs, vu les carrures, qui me serrent la main. Donc, je vais essayer de regarder ce combat avec grande attention. Mais du coup, ouais, ça m'a donné beaucoup de visibilité, beaucoup d'expérience de terrain, parce que les stats sont critiqués pour ça. Et il est clair qu'il fallait que je mette en application avec le haut niveau, ce que j'avais appris sur papier et que j'avais testé dans mes stages en bas niveau, on va dire. C'était tout autre chose. Donc, j'ai eu une sacrée expérience grâce à ce club de MMA qui m'a ouvert du coup les portes de clubs divers et variés dans divers sports. Ça m'a appris également comment dire, à analyser l'activité, puisque comme je te disais, je viens du handball. Je me suis retrouvé dans un sport de combat, donc individuel et rien à voir avec le handball. Il fallait du coup créer une méthode vraiment pour analyser l'activité, les besoins et savoir faire ses planifs. Donc, j'ai pu après aller dans le rugby, la gym artistique, pardon, le patin artistique. Voilà, quelques portes qui se sont ouvertes à partir de là dans le haut niveau. Et en parallèle, comme je te disais, c'était une poignée d'heures ou une poignée de jours, du moins au début, donc la création de ma structure de coaching sportif, Ok. à Ça, domicile, en c'est extérieur. ouais, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu pourrais donner des pistes du coup à ceux surtout qui sont intéressés du coup par la prépa? Parce que moi à l'époque aussi quand j'ai fait un peu de prépa physique, la difficulté quand tu connais pas l'activité du coup c'est de comprendre un petit peu les gestes sportifs et comment l'adapter à la prépa. Comment toi tu fais étant donné que tu es très cartésien pour c'est quoi en fait ton process? Si je te dis demain tu as un hockeyeur, tu connais pas le hockey, quels sont on va dire, les grands principes pour toi pour connaître l'activité et proposer quelque chose d'intéressant en termes de prépa? Ouais, alors c'est assez fouillu. J'ai un tableau que je remplis plus tant que ça maintenant, mais qui donne les grandes lignes à regarder. En tous les cas, en termes déjà pratiques, c'est observation et pratique pour le coup. Pour le MMA, j'ai pratiqué en amateur un mois et demi à peu près, mais il faut sentir les choses. On Ok, ne se rend excellent. pas compte, je pense qu'on ne se rend pas compte. Pour le coup, moi, ce que j'ai senti dans ce sport-là, c'est que ouais, sur le papier, on me dit filière comme ça, lactique, machin, parce que j'étudie, j'observe, je vois les temps. Je sais que tant de temps d'effort avec tant de temps de pause, je vais tomber dans telle filière. Je sais que là, pour le coup, c'est tout le corps, mais par exemple, ça va être plus les membres infs, plus les membres sup. Tout ça, je peux le voir avec l'observation, mais sentir ce que ça fait, tomber dans le lactique, à quel moment, sentir la difficulté que c'est au niveau mental pour les préparer derrière, quand il faut lutter contre ça, il faut y passer. Donc, je pense qu'il faut la pratiquer au moins pour sentir les choses, les comprendre par le corps, on va dire. Mhm. Et au-delà de ça, avec la pratique plus l'observation, ouais, quand je rentrais me poser, j'avais ma grille avec, tu vois, je t'ai parlé des filières avec au niveau métabolique, physiologique, qu'est-ce qui est dominant et à chaque fois, numéro un, numéro 2, voilà. Sur quoi ou à quel moment. Au niveau calendaire, est-ce que toute la saison, j'ai des matchs? Si c'est un sport co, est-ce que à tout moment, ça peut tomber, comme les sports de combat, bim, il y a un combat qui tombe bientôt, etc., etc. Et du coup, comment se passe la préparation? C'est cyclique, c'est continu. Donc, calendrier. Après, au niveau musculaire, j'ai un tableau, j'ai à chaque fois des petits tableaux sur un Excel. Donc, les muscles prédominants, les autres, prédominants dans l'action qui va faire gagner, donc dans le coup, dans le tir, dans le sprint, bon, voilà.
et plus en fond. Donc, tout ce qui est la posture, qu'est-ce qui va faire la prévention, voilà, tout ça, il faut les lister également. Psychologique, j'ai un petit tableau. Donc, est-ce que le mental a un rôle important? Sur quoi? Et je crois que je te les ai tous dit. Yes. Et après, quand j'ai des athlètes privés, j'ai également un tableau par athlète privé sur lui, quoi. Antécédents de blessures, habitudes de style de vie, hygiène de vie, etc. Mais ouais, comme tu dis, je me rends compte que je suis assez carré cartésien. Ouais, ok. Et ça donne de bonnes pistes de réflexion pour ceux qui veulent justement se lancer dans la prépa. Je pense que c'est important aussi à un moment donné, et on en reparlera tout à l'heure sur l'optimisation. Et c'est pareil, on en a parlé un petit peu rapidement avant. C'est sûr il faut avoir des process et des systèmes pour éviter de perdre trop de temps. Et donc, du coup, cette première expérience, est-ce que tu arrives à vivre de la prépa physique au début? Comment ça se passe? Parce que souvent, les coachs me disent, ouais, mais alors combien je dois me pricer? Quel type d'offre? Est-ce que tu peux nous donner ton expérience par rapport à tout ça? Oui. Il y a plusieurs choses en fait qui rentrent en compte. Il y a si je vais préparer, moi, en tant qu'indépendant, un sportif. Parce que je peux très bien, toi qui es dans le foot, avoir un joueur de foot qui a sa structure, qui a son prépa physique sur place, mais qui prend un prépa physique privé en plus, en annexe, on va dire, plus qu'en plus. Là, c'est mes prix. C'est comme une vente de coaching, mais même sûrement plus cher. L'enjeu n'est pas le même. C'est pas à toi que je vais apprendre que du coup, la valeur du truc, pour un sportif qui joue sa carrière ou pour quelqu'un qui veut se sentir mieux dans sa peau, ça a de l'importance, la santé, mais celui qui joue sa carrière, il va la sentir, la valeur. Donc, voilà, on peut pricer à condition, bien sûr, comme on est dans le haut niveau, il va falloir être présent, il va falloir suivre derrière. Donc, ça, c'est pas le plus dur à jauger, je dirais, parce que c'est nous, nos tarifs et notre structure. Le plus dur, ça va être dès qu'on intervient pour des clubs, parce que là, c'est assez la jungle. Ce qui est cadré, c'est le très, très haut niveau. Donc, quand on arrive sur du olympique, sur du niveau où de toute façon, il faut avoir passé ces très fédérations. Donc, il faut avoir passé très souvent les diplômes des fédérations, le professorat de sport, les choses comme ça. Et là c'est cadré. On travaille pour l'État, en gros, on travaille pour des structures. Et donc, on reçoit des vacations. Mais au-delà, quand on est un peu en dessous, regarde, je n'étais pas rémunéré dans mon club de MMA. J'étais rémunéré difficilement dans le rugby. J'étais rémunéré, mais sur un fixe, en fait. Et quand tu compares à l'investissement, les matchs qui prennent tout le week-end, parce qu'on va dans toute la France, c'était une tannée. Ça revenait à 13 ou 12 euros en facturation par heure. Par contre, dans tout ce qui est discipline artistique, là, il y avait le tarif équivalent à du coaching sportif sur du 55, 60, 65 euros par heure quand on le ramenait à l'heure. Donc, c'est vraiment de la négociation avec le club. Et après, c'est un arbitrage à faire entre mon envie d'avoir l'expérience là-dedans, ce que ça va m'apporter, et mon besoin d'être vraiment rémunéré à quelle hauteur. Bon, je pense qu'il y a un arbitrage à faire. En début de saison, peut-être ne pas être gourmand parce que je pense que la valeur qu'on ne voit pas, celle d'avoir affaire à des sportifs de haut niveau, si j'ai l'occasion, et la pub que ça peut nous apporter, a déjà beaucoup de valeur quand on débute. C'est déjà une chance d'être reconnu, d'avoir eu sa place pour ça. Donc, je pense qu'il ne faut pas y renoncer à cause d'un tarif au début, en tout cas. Toi, tu conseillerais quoi pour des jeunes là, qui ont eu leur diplôme et qui voudraient se lancer dans la prépa physique? Quels seraient les 2-3 conseils que tu pourrais leur donner? Déjà, c'est d'être ouvert à tout. C'est d'être ouvert à tout parce que je ne sais pas si tu as remarqué, beaucoup en parlent avec Internet, mais pas que Internet. La nouvelle génération de coachs sort en sachant exactement, moi, je veux coacher. C'est bien, c'est des niches spécifiques, mais quand c'est dans le haut niveau, c'est compliqué d'être très spécifique. Je veux, moi, préparer que des footballeurs professionnels de telle ligue. Ça va être très compliqué parce que les places sont tellement chères que ça va être très compliqué. Donc, je pense qu'il faut être ouvert à tout et chaque expérience va apporter quelque chose. Vraiment, je pense que je vais m'arrêter juste à ce conseil parce qu'il est important. Il ne faut pas qu'il soit gâché par d'autres conseils ou oublié. Donc, c'est vraiment le conseil numéro 1, je pense. Yes. Et donc, de ton expérience de Paris, la suite, c'est quoi pour toi? La suite, ça grandit. À côté de ça, du coaching sportif santé, donc des cours privés, un petit peu en entreprise. Et puis, une femme qui me rejoint là-haut et une vie familiale un peu compliquée là-haut qui fait que un jour, on s'est dit, ça va pas, quoi. Breakout,
soit je pars, soit on part tous les deux. Enfin, on ne me l'a pas dit comme ça, mais c'était le message. Et donc, il fallait quitter la vie qui nous allait pas là-haut, quoi. Et je suis revenu dans ma région natale, donc on a presque tout plaqué, presque, parce que la structure, la marque Perfect Fit était montée. J'avais commencé à avoir une équipe de coach un petit peu avec moi. Donc, en fait, mes créneaux, la moitié, on va dire, a disparu, la moitié a été repris par des coachs de la boîte. Et, et au final, ça se porte toujours plutôt bien à Paris en ce moment même. Et ça a été l'occasion, en fait, d'étendre ça en revenant dans notre région natale. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer la création de Perfect Fit? Ça t'est arrivé, enfin, comment ça t'est venu? Comment tu as mis ça en place? Qu'est-ce que tu as mis en place à l'intérieur? De base, 2015, j'avais mon master, donc quand j'allais intégrer le club de MMA, du coup, je savais que j'allais à temps plein être indépendant. J'y étais déjà en parallèle aux études, j'avais quelques cours. Bon, là, ça allait être un temps plein, donc je me suis dit, il me faut une identité visuelle. Et puis ça s'arrêtait là, un logo, un nom. Et puis voilà. Puis au fur et à mesure que ça a grandi, il fallait que ce soit un peu plus carré. Donc il y a eu le dépôt de marque, il y a eu des contrats de sous-traitance. On a pensé à la licence de marque, mais ce n'est pas encore ça. Bon, il y a eu une structuration, on va dire, autour, avec des process, avec des documents, avec une, je dirais pas hiérarchisation, mais une organisation de qui fait quoi, comment, pourquoi dans la structure. Puis après, keep it simple, comme je dis souvent. Donc on est pour l'instant, en tout cas, sur de la sous-traitance. La pub, le démarchage vient tout de nous. On ne va pas demander à un coach de le faire pour nous sous notre marque. Tout le monde reste indépendant. On est en fait apporteur d'affaires, si je puis dire, à des coachs. Quand ça déborde pour moi, tout simplement, on envoie quelqu'un d'autre là. On est resté sur la formule la plus simple pour cette construction-là. On va dire c'est plus un réseau. Ok, donc toi, tu as des demandes de personnes qui essentiellement sur la prépa ou après ça peut être monsieur, madame, tout le monde sur la santé ou autre? Non, c'est même plus monsieur et madame tout le monde. Ok, Sur la prépa, j'ai plus des messages privés, moi. ok, C'est au final, j'ai pas, enfin, je facture quand même avec la marque euh, Perfect Fit. Enfin, je fais en sorte qu'elle se voit de plus en plus partout, mhm. mais la demande est plus portée à Manuel Dessalles pour la prépa physique. Ça se comprend. Après, les demandes reçues, sinon, sur le site Perfect Fit, c'est plus de la santé, du sport santé. Ok. Et c'est les personnes qui sont d'où alors? De partout ou il y a... Ouais, 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 région parisienne. ok. À Lyon, ça peine un peu. Autour de Saint-Étienne, ici, on a quelques demandes à Marseille, mais on n'est pas bon sur le marché marseillais. Et globalement, ça s'arrête là. Et on a une section, par contre, plus événementielle pour team building, qui, elle, est partout en France. Ça, Excellent. c'est des one-shots, du coup, c'est plus à la demande. Mais sur les beaux jours, ouais, c'est 31 villes de France, celle-ci. Ok. Et comment du coup tu as fait pour recruter tes coachs, enfin, en tant qu'indépendant? Comment tu gères en fait la qualité du service? Parce que, entre guillemets, quand ils interviennent auprès de toi, ils interviennent auprès de la marque. Ouais. Comment tu fais du coup déjà pour les recruter? Ça a été quoi le début? Et puis comment aujourd'hui tu gères tout ça? Les premiers, ça a vraiment été rencontre sur place, voir la personne. J'avais le CV, discuter de tout le passé, des compétences, et essayer de jauger la personne. Comme tu disais, il y avait le diplôme sur le CV, mais ce n'était pas tant ça au final. C'était la personne derrière. Est-ce que ça tient la route? Est-ce que si je la mets auprès de quelqu'un qui cherche la perf, elle va avoir l'esprit directif qui fait que, parce que des fois, il faut les bouger. Et si je la mets auprès de quelqu'un qui veut perdre du poids, est-ce qu'elle est à l'écoute? Bon, c'était ces choses-là, mais vraiment, je recevais les gens. Maintenant, on reçoit surtout des CV, des lettres. À partir de là, il y a un tri qui est fait et en fonction de la demande. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un envoyé sur un événement, euh, soit déjà on voit qu'il y a de l'expérience dessus, etc. On peut faire confiance selon la taille de l'événement, plein de choses. C'est de l'arbitrage, encore une fois. Soit rendez-vous visio ou téléphonique Mhm. pour voir l'entrain. Sur un événement, il va falloir de l'entrain. C'est du one-shot. Bon. Si c'est pour du plus long terme, il y a la séance d'essai toujours. Ouais. Donc, il y a toujours l'entretien, on voit qui c'est. Et puis, il y a toujours la séance d'essai. Le client le sait, le coach le sait. Et ça se valide sur cette séance d'essai, on va dire. Donc toi, tu t'occupes de la partie commerciale, enfin toi ou un membre de ton équipe, Ouais, et à partir de là, ensuite, tu les envoies sur les séances d'essai ou autres, c'est ça? exact. Ok. Et en termes,
pas forcément rentrer dans le détail, mais en termes financiers, comment ça s'organise? Par exemple, sur une séance d'essai où tu gagnes rien, est-ce que le coach, du coup, il est OK pour ça parce que ça peut lui faire… Alors si, parce que chez nous, elle est facturée, la séance d'essai. OK. En fait, du coup, le coach est rémunéré. Même un coach avec qui, alors, il y a une chose où on a un point d'honneur, c'est ça se passe mal, bah, on va en parler, mais il est rémunéré. Enfin, l'argent n'est pas pris en otage. Le coach a travaillé. C'est peut-être que j'ai vécu ça. Je te dis, j'ai obtenu des gains grâce au club de MMA, mais c'est peut-être quand même à cause de ne pas avoir été rémunéré que je tiens à ce qu'il soit rémunéré pour chaque prestation. Même j'ai un impayé d'un client, mon coach va être rémunéré. Voilà, ce n'est pas sous condition. Je n'attends pas que le client ait payé non plus. C'est les 30 jours fin de mois, point barre, s'il a fait sa presta. Donc ça, voilà. Et la séance d'essai, en fait, n'est pas facturée tout de suite au client. Donc, je vais dire quelque chose qui, je sais, n'est pas le top de la vente et du marketing, mais on vend des packs. On vend des packs de séances. Pour une structure, je trouve que c'est… Enfin, moi, j'ai senti ça plus adapté, ça fait effet catalogue et il y a de la comparaison, clairement, dans les structures. Pour moi, tout seul, je n'ai pas de tarif affiché et ce n'est pas un pack. Mais pour la structure, c'est des packs, ce qui fait que la séance unique est plus chère qu'ensuite quand on prend des packs. Et en fait, la séance d'essai du client n'est pas facturée tout de suite. S'il s'engage derrière, elle est facturée au prix du pack. Sinon, elle est facturée au taux plein. Il aura fait une seule séance chez nous. OK. Voilà, en gros, on fonctionne comme ça. Donc, dans tous les cas, elle est facturée. Et après, à nous d'être bons pour que, au coach et au commercial d'être bons pour que ça dure. Ouais, donc lui, donc le coach, lui, il a un pourcentage sur le prix de la séance ou le pack en question. Et du coup, en fait, ta structure récupère toute la partie et gère sous forme de facture au coach, qui je suppose sont des indépendants auto-entrepreneurs ou autres. Exact. Ouais. OK. Il y a une problématique qu'on soulève souvent avec certains professionnels qui fonctionnent aussi avec des coachs. Comment tu fais, toi, pour que ces personnes-là ne te piquent pas le client? Est-ce que tu as mis en place des choses par rapport à ça ou c'est Clairement, la oui. sélection des coachs qui fait que, quoi? Comment tu t'organises, toi? Ça arrive et c'est arrivé et j'aurais même des noms en tête. Il y a l'aspect légal déjà, qui pour moi, on parlait d'optimisation, en fait partie. Il faut des documents avec des clauses et il faut les bonnes clauses. Bon. Après, une relation basée sur la peur de la sanction, c'est pas top. Donc, clairement, c'est beaucoup dans du relationnel des deux côtés. C'est-à-dire que c'est pas du passif. Il y a des gens qui peuvent se dire, l'autre, il prend l'argent, il envoie les coachs et il est tranquille. Non, non, non. J'ai tout le temps des nouvelles, je vais te dire des bêtises, mais je ne vais pas dire non, mais de Madame V, j'ai des nouvelles régulièrement. Je l'appelle. Madame X, je sais que, elle a eu son souci à la main parce qu'elle a passé la main dans une machine et qu'il y en a pour un moment. Et des fois, je prends des nouvelles. Comment ça va? Je sais qu'elle a eu 3 points. Voilà. Et du coup, il y a la relation avec le client d'une part. Oui, toi, tu gardes la main sur le service client, quoi. Il y a le client aussi qui va s'en rendre compte avec le temps. Je veux dire que son coach est malade, on lui trouve un remplaçant tout de suite, ou que X ou que Y, il va se dire, en fait, j'ai autant rester avec eux, j'ai rien à me soucier, c'est fluide. Et il y a la relation avec le coach. Si elle est basée que sur la peur de la clause, c'est pas top. Si elle est basée, ce qu'on fait nous, il y a des avantages sur les formations chez nous, donc on les fait grandir. Tant qu'ils y trouvent de l'intérêt, ils resteront. Et le jour où ils ne trouvent plus d'intérêt, ça se passera comme l'ont fait certains, en disant simplement, écoute, moi j'ai un planning bien rempli de mon côté, les 2 heures que j'ai chez toi, j'aimerais les laisser. Mais voilà, il ne part pas avec le client, c'est du respect mutuel, quoi. Oui, ce qui est important quand on a une équipe, c'est il y a le salaire, mais en fait, le salaire, et par rapport à toutes les études qu'on peut voir, ce n'est pas forcément le numéro un. On croit que c'est le salaire, mais c'est surtout, voilà, est-ce qu'il y a du sang dans l'entreprise? Est-ce qu'il y a une bonne cohésion? Est-ce que, même chose, les faire monter en compétences, ça aussi, c'est une chose importante. Donc, le meilleur moyen, en fait, de savoir tout ça, c'est la communication, hein. Discuter avec les personnes, c'est le meilleur moyen de pouvoir leur permettre, entre guillemets, eux aussi, de grandir. Et c'est comme ça, je pense qu'on peut avoir une équipe soudée, quoi. La difficulté, je me mets à ta place, c'est effectivement, comme tu ne les as pas en face de toi tous les jours, voilà, c'est plus difficile en termes je suppose, en termes de management, forcément que moi avec mon équipe où je peux les voir régulièrement parce qu'ils sont Bien au sûr. club, quoi. Donc, excellent. Et donc, du coup, la structure Perfenfit, elle a quel âge? 2015, donc elle a 2015. OK. 7 ans 7 ans, bientôt. 7 ans, 7 ans. OK, excellent. Et
Quelles sont les difficultés, toi, que tu as rencontrées quand tu as commencé à développer le coaching, non pas sur la prépa, sur les clubs ou des athlètes, mais pour monsieur et madame tout le monde? Est-ce que tu as rencontré des difficultés? Ouais, un petit peu. C'est le coaching par rapport, mais ça vient des études STAPS. On ne va pas se servir de grand-chose. On a l'impression d'avoir appris plein de choses qui vont servir à rien et de faire plus le psy. Alors, je n'appellerais pas ça une difficulté, mais c'est, on va dire, un challenge. Parce que celui qui sort de ses études ou même qui est, comme moi, dans la performance de base, où le sport, l'effort et le résultat est au centre, et ben, va devoir mettre au centre de ses séances autre chose, qui en fait est tout bête, hein, c'est de l'humain, mais ça devient presque la raison pour laquelle on fait venir un coach. Enfin, moi, dans les clientèles que j'ai eues, hein, attention, et ben ça va derrière l'objectif de perte de poids, ça va derrière l'objectif de plus de douleur, c'est le relationnel. Et du coup, en fait, le relationnel est au centre de ce rendez-vous et ce n'est pas forcément quelque chose qu'on apprend. Donc, Comment tu as fait du coup pour apprendre, toi? Ou comment tu as fait pour shifter? Parce qu'entre la prépa physique, voilà, le haut niveau, etc., ouais. la perf, et puis Ginette qui a envie simplement de plus avoir mal au dos et de se sentir mieux. Ouais. J'ai rien contre les Ginettes. Hein. Non, moi non plus. Mais une claque, deux claques, trois claques, déjà, ça forme. Mais ouais, on prend des claques, on se rend compte qu'il faut de la remise en question permanente. Et par remise en question, il y a un mot qui est utilisé à toutes les sauces, mais qui a sa place ici, c'est le développement personnel. Il faut travailler sur soi. Si on ne veut pas utiliser ce mot-là, autant dire voilà, un travail sur soi permanent, parce que il y a un travail sur, comment dire, soit par rapport aux autres. Bon, c'est plein de choses qui sont abordées nulle part à l'école, sur lesquelles il faut se former, lire des livres, et pas que des livres de prépa physique. Je vois des personnes qui ont des étagères remplies de livres sur la prépa physique, football, judo, machin, XY livres, hein, je peux en citer plein, mais il faut que dans vos bouquins, je pense, il y ait des bouquins sur le rapport à l'argent déjà, parce que parfois il y a ce blocage, mes clients me donnent de l'argent, j'ai l'impression qu'il y a des attentes, est-ce que je me trompe d'attente, laquelle, à quelle hauteur? Déjà, avec un rapport à l'argent différent, je me mettrais peut-être moins de pression sur ça. Le rapport à l'autre, la communication, comment se faire des amis, moi je peux en citer plein, mais toutes ces choses-là, je pense que ça aide beaucoup. Et c'est quoi les difficultés, toi, la plus grosse difficulté que tu as réussi à surmonter? Il y a vraiment mais je ne l'ai pas surmonté pour le coup. Ça ne matche pas. Ça ne matche pas. Autant moi, je vais à la séance, je regarde leur passé et j'ai la même sensation de la cliente, donc je pense que c'était le cas, ça ne matche pas. Et pour le coup, sur un pack 10 séances, il me reste toujours 2 depuis 5 ans. Je ne l'ai jamais revu, elle ne l'a pas fini. Donc voilà, ça, j'ai jamais réussi à le surmonter. Est-ce que c'était la période ou quoi? Et au-delà de ça, il y a vraiment la personne sans objectif, on dirait. Donc, je n'ai pas trouvé en tout cas ce qui l'anime pour continuer à prendre ses séances. Ça continue avec quelqu'un d'autre que moi maintenant. Mais je n'ai jamais trouvé ce qui l'anime. Et c'est cette sensation du coup de ne pas avoir gagné le jeu, si je puis dire. trouver le truc et du coup appuyer dessus et maîtriser. On dit souvent que voilà, il faut creuser les pourquoi, mais il y a des fois, on les trouve pas et je pense qu'on peut pas être dans la tête, si je puis dire ça comme ça, de tout le monde. Donc des fois, faut lâcher prise simplement et il faut laisser venir comme ça vient. Ouais, et puis après, je crois aussi que certains profils de coach conviennent mieux à certains profils de personnes et vice-versa. Ouais. C'est sûr que quand tu as une équipe où tu peux justement moduler en fonction de la personnalité, en fonction du cursus, etc., de l'expérience. Il ne faut pas prendre les choses pour soi. Mais faut pas prendre les choses pour soi. Enfin, des nuits à pas dormir, j'en ai eu quand j'ai appris que aussi un tel voulait arrêter, pas renouveler les séances de sport sous prétexte que les prétextes, les gens en auront toujours, sous prétexte que c'était plus financièrement possible ou je sais plus ce que c'était, et qu'un mois après, je vois qu'il a un autre coach sur les réseaux sociaux d'un coach, je vois une photo de lui. Bon, il ne faut pas le prendre pour soi. Voilà. C'est sûr, il faut prendre, comme tu dis, il faut prendre beaucoup de recul, d'humilité aussi. Et puis oui, c'est sûr qu'après, aujourd'hui, je pense que de plus en plus de personnes zappent, tu vois. Il y a même des gens qui sont satisfaits d'un produit, ils vont ailleurs, tu vois. Et moi aussi, ça me… Tu vois, quand les gens ils te disent « Putain, j'adore »,
mais en fait, j'ai envie d'aller voir ailleurs pour voir ailleurs. Ah, ok. Ouais. Et là, tu te dis, bon, bah, alors moi, honnêtement, j'ai J'ai- aussi encore, même après 20 ans, tu vois, ça me fait mal. Mais en fait, Ouais, voilà, je pense que c'est la société, tu vois, on est dans c'est la une société. société où Mm. voilà, on zappe beaucoup, même si on apprécie. Donc, ça, c'est dur à. Ouais, en Ouais. tout cas, pour moi, voilà, c'est dur à encaisser, quoi. C'est des mentalités, alors que sur le long terme, c'est le contraire qui joue. Enfin, je ne sais pas si tu sais, de par les réseaux ou autres, je fais un petit peu d'immobilier également. Et là, récemment, j'ai une agence sur un bien qui me parle des travaux. Je dis, ouais, mais les travaux, ils commenceront que dans 1 mois et demi. Pourquoi, machin? Je dis, parce que mon artisan est dispo que dans 1 mois et demi. Mais aller sur une plateforme, trouver des artisans dispo. Non, moi j'ai un artisan, j'adore son boulot. Ça fait un moment que je suis avec lui, j'ai des prix chez lui. Non, je suis fidèle à mon artisan. Ça commencera dans 1 mois et demi, c'est pas grave. Mais voilà, c'est une mentalité à adopter. Et je pense que sur le long terme, on y est gagnant. Quand on fait la girouette, on n'avance pas au final parce qu'on va un coup à gauche, un coup à droite, un coup devant, un coup derrière. On n'avance pas. Alors que Mhm. quand on a une direction et qu'on la tient, là, on avance. C'est sûr, c'est sûr. Et pour toi, est-ce que ça a été un frein, la partie vente, la partie marketing, la partie Mon trouver Dieu, des oui. clients, la partie fixer un prix ou pas forcément? Ouais, ça a été dur. Ouais, ça a été dur Ça a par été rapport à dur, quoi? c'est pas non plus facile. Manque de formation totale. Le manque de formation, je ne sais pas si les BP se sont mis à jour sur ça, les STAPS non, c'est sûr. Euh, Je pense pas les BP. Parce ouais, qu'étant donné qu'on réduit le nombre d'heures d'année en année, je ne pense ouais. pas. On a un métier qui clairement se fait majoritairement en indépendant. Et du coup, bah, au-delà du métier, il faut apprendre tous les autres métiers de l'indépendant. Donc, il faut apprendre à gérer sa compta, il faut apprendre à faire de la vente, il faut apprendre tout, tout, tout. Et ouais, clairement, il y a un manque de formation énorme. Donc, c'était le gouffre, mais le gouffre total et la difficulté. Et quand je dis c'était, parfois, ça allait encore. Mais parce que ça évolue vite aussi, en fait. Les pratiques évoluent vite, les façons de se rendre visible évoluent vite. Donc, ouais, c'est compliqué parce qu'il faudrait à la fois être presque à 100% un commercial, presque à 100% un coach, presque à 100%. C'est compliqué, ouais. Mhm. Ouais, c'est pour ça que je dis souvent que bah, quand on se lance, on va dire, en tant que freelance, en tant qu'indépendant, on a plusieurs casquettes, quoi. Donc, à partir de là, c'est sûr que on commence, en tout cas, quand on sort du diplôme, on se sent fort au niveau de la technique. Enfin, moi, je le dis souvent, moi, j'étais un bon sportif, j'avais plutôt bien réussi mon BE, enfin, je me trouvais un très bon coach, entre guillemets. Mais quand 6 mois, 8 mois, tu n'as personne, tu te dis, oh là, c'est quoi le problème, quoi, tu vois? Et là, c'est là où bah, tu as deux solutions, c'est soit tu abandonnes ou soit tu essayes vraiment de comprendre pourquoi, quoi. Et toi, du coup, je suppose que si tu es encore, si tu es encore là après ces années, c'est que tu as pris du recul par rapport à ça. Ça a été quoi est-ce que ça a été un moment précis ou ça a été une période qui t'est dit, bon, bah voilà, là, il faut que je change quelque chose dans ma façon de faire? Ouais, ça s'est fait goutte à goutte. Ça s'est fait goutte à goutte. C'est les formations, clairement. Ouais. Il faut se former en permanence, c'est sûr. Voire se faire accompagner sur certains points, ça va au-delà de la formation. Euh, et on ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui dit non ou qui rejette tout de la main au début, parce que je pense que c'est un chemin à faire doucement, mais une formation par-ci, un petit accompagnement par-là, et petit à petit, en fait, plus on en fait, plus on se rend compte qu'on devrait en faire, et c'est là qu'on ouvre un chemin. Mais tant qu'on est borné sur j'en ai pas besoin, malheureusement. Donc, ouais, dans mon cas, ça s'est vraiment fait petit à petit. Une des difficultés aussi, c'est, et j'ai été dans ce cas-là, donc je peux comprendre quand les personnes, je les ai pour des accompagnements ou autres, c'est à un moment donné, il faut investir, tu vois. Puis investir, alors bien sûr, il y a du temps, il y a de l'énergie, puis le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent. Tu parlais tout à l'heure de la relation avec l'argent. Ouais. Comme toi, ça a été quelque chose, de par ton éducation ou autre, il n'y a pas de souci particulier ou ça a été aussi un travail à faire de ce côté-là? Ça a été un travail énorme. Ça a été un travail énorme. Et à l'heure où je te parle, la tendance s'inverse. Je parlais à une coach l'autre fois que j'accompagne justement, parce que comme toi, j'ai des accompagnements pas sur les mêmes sujets. Et elle me disait, tout le monde me dit, t'es folle. T'es folle d'avoir pris cet accompagnement, dépensé ça. Et si ça marche pas, et c'est pas vrai, j'ai pas lu ça ailleurs. Bon, et en fait, quand on insiste sur la voie, parce que
sent que c'est ça, ou parce que on fait des efforts dans cet accompagnement, il y a les résultats. Puis quand il y a les résultats depuis un moment, ceux qui nous ont dit t'es folle, il ne faut pas faire ça, ils viennent et ils nous voient briller et ils disent mais comment tu as fait? Mais en fait, je vais peut-être m'y mettre. En fait, tu as raison. Et il y a un travail, en fait, tu as raison, finalement, c'est pas si cher par rapport à ce que ça rapporte. Et puis, tu as raison, l'argent, c'est fait pour être dépensé. Et il y a un travail qui se fait aussi chez les autres, c'est contagieux. C'est contagieux. Mais de base, il faut le faire soi-même. Et pour le coup, non, moi, dans ma famille, tu me disais, c'était la classe moyenne traditionnelle, moyenne basse au début quand j'étais petit, moyenne peut-être plus après quand j'ai quitté le foyer familial, mais avec les pensées typiques de la classe moyenne que déjà, même sur le travail, qu'il ne faudrait pas payer dans son travail. Donc, quand on se lance en indépendant, moi qui fallait que je dise à ma mère, je dois investir pour travailler. Non, on ne paye pas pour travailler, on est payé pour travailler, tu vois. Qu'il ne faut pas travailler le week-end, qu'on ne dépasse pas les 35 heures. Il y avait déjà tout un truc autour du travail qu'il fallait que je casse et autour de l'argent également. Autour de l'argent également, investir pour le coup, mais que ce soit investir pour créer de l'argent ou investir sur soi, ça n'existait pas dans ma famille et dans les mentalités qu'on avait développées, c'était une rentrée d'argent ou une dépense. Oui, moi, heureusement que j'ai pas tout dit, j'ai pas tout dit à mes parents en termes d'investissement. Parce que là, je leur ai dit que l'année dernière, j'ai dépensé une voiture, une belle voiture en coaching, investissement. Tu vois, je pense que ça serait, tu vois, ça passe pas très bien, quoi, tu vois. Et c'est là où en fait tu grandis. Et je me suis aperçu au fur et à mesure, c'est que quel que soit ton niveau, même si tu dis que ta relation à l'argent, elle va mieux, en fait, tu arrives toujours à un moment au déblocage où tu dis ah ben non, ah ben là par contre, là je peux plus, quoi, tu vois. Et après, c'est une question aussi d'ambition, de volonté ou autre. Mais tu commences, tu te dis 30 000 euros à l'année, c'est impossible. Donc après, voilà, tu fais ton truc, hop, tu essayes de te former, machin, tu arrives à 30 000. Ah ouais, mais alors là, c'est impossible, j'arriverai jamais à 60 000. Puis voilà, il te faut, si tu as senti le truc et tu sais que le fait d'avoir quelqu'un ou un machin qui peut te permettre de passer à la vitesse supérieure, tu vas gagner du temps. Sinon, tu peux rester 5 ans, 10 ans. J'en connais, ça fait 15 ans, ils ont le même chiffre d'affaires alors que pourtant, ils veulent passer au-dessus et il ne se passe rien, quoi. Mais parce qu'on ne peut pas aller là où on n'envisage pas, en fait. Et souvent, quand il y a des blocages comme ça, on n'imagine pas ça possible, soit parce que culturellement, dans la famille, ce n'est pas possible. Un salaire annuel, ça va de 25 à 40 000 si tu es bien payé. Voilà. Bon, si dans la famille, c'est bloqué comme ça et que dans notre tête aussi, c'est sûr qu'on ne pourra pas avoir plus. Et au-delà de ça, il y a la peur parce qu'on nous dit tellement aussi que ce n'est pas possible et que la seule façon, quand tu vois sur Facebook ou que ce soit des chiffres d'affaires à 200 000, à 400 000, non, c'est que c'est des arnaqueurs, ils veulent te vendre un truc et en fait, toi, si tu as ça en tête, c'est pareil. Il faut rester ouvert. On ne peut pas aller là où on n'envisage pas qu'il est possible d'aller. Donc, la première étape, c'est travailler sur soi, se dire qu'il est possible. Yes. Et du coup, en transition, l'optimisation. Parce que ça c'est aussi une de tes passions. On en parlait en off juste avant. Monsieur Cartésien, il aime beaucoup les chiffres. Tes profs te disaient que tu allais devenir comptable. Donc, du coup, ils avaient pratiquement raison. Une partie, non, en tout cas. Je peux pas le dire. Je n'ai pas le droit déjà. Non. Mon avocat me l'a dit. Non. Non, et puis je fais rien de ce que fait un comptable quasiment. Mais en effet, l'optimisation est au centre aujourd'hui de mon travail. En fait, il y a cette structure de coaching sportif, comme je te le disais, et elle a depuis 2020, on va dire, une antenne formation. Comme toute formation, toute antenne de formation pour coach, formation continue, il y a la formation Pilates, plein de choses. Et notre formation phare, aujourd'hui, porte sur la méthode Teams, qui est de l'optimisation. Mais au-delà de cette formation, grâce à cette formation, je me suis rendu compte que beaucoup de coachs avaient un travail à faire sur ça. Et c'est pour ça que j'ai créé un groupe gratuit Facebook autour de ça. Donc, l'idée, c'est de donner aux coachs des billes à travers ce groupe gratuit pour optimiser leur situation. Optimiser, qu'est-ce que c'est ? Il y a ce qu'on pense forcément, c'est optimisation comptable, économique, fiscale, c'est-à-dire qu'on va, à partir de manip sur comment on fait les choses, un travail sur soi, sur sa structure, on va dégager du cash flow. On va dégager de l'argent disponible dans nos poches sans avoir de nouveaux clients, sans les facturer plus. On n'est pas sur la relation à l'autre, on est vraiment sur le travail sur soi. Comment ça marche ? C'est simple, c'est comme si votre entreprise fait rentrer de l'argent, c'est une benne, vous mettez des billets dans la benne jusqu'à ce qu'elle soit remplie, mais vous avez des trous dans la benne, donc il y a de l'argent qui fuite. Toutes les pièces, tous les billets, puis c'est petit, donc vous ne les voyez pas forcément. On colmate les fuites tout simplement.
on achète une benne neuve, des choses comme ça. Des images, je peux vous en donner plein. Mais en gros, l'optimisation, c'est ça, c'est que chaque euro qui rentre, les URSSAF m'en prennent moins dessus, les impôts m'en prennent moins dessus, mon assurance me coûte moins cher parce que j'ai appliqué ça, je cotise moins pour ci, pour ça, etc. Et mis bout à bout, j'ai dû en général entre 2005 et 20 000 par an qui peuvent s'économiser en fonction des profils. Donc il y a l'optimisation financière comme ça et l'optimisation des process parce qu'on perd vite du temps si on fait la girouette, on en parlait, etc. Donc quel process mettre en place en interne pour gagner du temps, pour sécuriser mon activité, parce que si elle est sécure, elle roule toute seule dans le temps, j'y reviens pas dessus sans cesse à refaire mes clauses ou mes process de vente, etc., etc. Mais vraiment, en travaillant sur la structure, ça veut dire ça, optimisation, on améliore, sans changer son état, son activité, ses finances, sa sécurité et son temps. Donc, c'est l'idée en fait du groupe gratuit The Place to Be que j'ai mis en place. C'est déjà d'ouvrir les esprits sur ça parce que c'est un peu méconnu encore. Yes. Donc, pour ceux qui écouteront le podcast, vous regardez dans la description, je mettrai le lien du groupe. Et puis, si vous êtes sur la vidéo, vous regardez, je pense qu'il y aura un lien soit en haut, soit en bas ou sur le côté. Vous verrez tout ça. Merci, avec plaisir. Et du coup, alors, je viens d'avoir mon diplôme. Tu me conseillerais quoi pour démarrer du mieux possible en termes d'optimisation? Rejoins le groupe. Ouais. Non, simplement parce que, tu vois, j'avais cette conversation hier encore avec une personne du groupe qui travaille, mais sous couvert d'association, on passe les détails, et qui veut se lancer depuis un moment, vraiment. Mais qui me disait, mais ça ne sert à rien que j'optimise, je ne suis pas lancé. Le problème, justement, vient de cette vision de l'optimisation qu'on réduit à des économies sur l'argent qui rentre. Donc, s'il n'y a pas d'argent qui rentre, ça ne fera pas. C'est pas ça. C'est-à-dire que l'optimisation, il n'y a pas que l'argent déjà, mais même au niveau de l'argent, c'est comme se lancer, naviguer. Tu peux naviguer avec un radeau et une voile, ou tu peux naviguer avec un navire, je ne vais pas dire le Titanic, il a coulé, mais un navire béton, quoi, un truc qui va bien. Les deux, tu peux te lancer. Sauf qu'une fois que tu es au large et qu'il y a les vagues, vaut mieux un truc costaud. Donc, avoir pris le temps avant de te lancer, d'avoir un truc rodé, et tu n'y reviens plus dessus, que ce soit en structuration, en process, et l'argent qui rentre, qu'est-ce que j'en fais pour que vraiment il me rapporte. Et au moins, tu n'y reviens plus dessus, parce qu'une fois que tu es actif, sinon, tu es en train de ramer, tu es en train de tirer ta voile, tu n'as plus d'esprit et d'énergie à allouer à ça. Et donc, si ton bateau a des fuites, si ton bateau part en morceaux, tout ce que tu vas faire, c'est serrer les fesses en te disant il faut que je tienne malgré tout. Et il sera trop tard, ou alors il sera beaucoup plus difficile de revenir te poser, réparer ton bateau et repartir. Donc, à la limite, carrément, le coach qui se lance, c'est le meilleur moment pour passer par là. Et comme ça, on n'y revient plus. C'est exactement la même chose pour tous les pans du business. De toute façon, les fondations, autant les construire tout de suite parce que tu les construis dans 5 ou 10 ans, il va falloir tout recasser. Donc, tu auras perdu énormément de temps, d'argent et d'énergie. Donc, à partir de là, autant mieux faire les choses d'entrée de jeu, quoi. Marketing, vente, il me semble que tu accompagnes beaucoup sur ces choses-là. C'est exactement pareil. Si je pars avec les mauvaises stratégies, le risque, c'est de m'y habituer ou de mettre en place même des structures pour tout ça, d'avoir investi dedans, alors que il faudra peut-être tout déconstruire, refaire les fondations, reconstruire. Et du coup, je comprends les coachs qui ne veulent pas passer par là, parce que qu'est-ce qui se passe quand on sort de nos études? On a besoin d'argent, c'est normal. Si en plus on a fait un crédit bancaire ou autre, mais je pense qu'il faut, je suis d'accord, il faut vite aller trouver des clients, il faut vite commencer à faire rentrer de l'argent, ça fait prendre confiance aussi dans le fait qu'on est capable, qu'il y a un marché à explorer, etc. Mais il ne faut pas remplir son agenda tout de suite parce qu'on a encore un travail à faire sur soi. Ce n'est pas parce qu'on sort de 5 ans STAPS ou de 2 ans BPGEPS que c'est fini, il n'y a plus rien à travailler. Au contraire, c'est le début, c'est que le début. Donc, toi, tu accompagnes quel type de coach? Est-ce que je démarre ou est-ce que je suis arrivé au seuil de l'auto-entreprise ou est-ce que comment tu vois les choses par rapport à ça? Ça va du coach qui débute. C'est d'ailleurs celui qui a le plus, on parlait d'investissement. Clairement, l'optimisation, c'est une offre ROI, c'est-à-dire qu'on investit et on récupère de l'argent. Par rapport à quand on investit sur soi, où on récupère des compétences en échange, là, on va récupérer de l'argent. Donc, clairement, celui qui se lance, c'est celui qui va gagner le plus en termes financiers. Donc, c'est l'indépendant, en tout cas, c'est que les coachs indépendants qui se lancent. C'est celui qui a le plus de choses à y gagner. Et ensuite, l'accompagnement, de toute façon, c'est toujours pareil. Si au-delà du groupe, des gens veulent aller plus loin, je les accueille et je vais vous dire ça vous sert ou pas. Et si ça ne vous sert pas, merci.
Je vais vous rediriger là où quelque chose vous servira, mais ce ne sera pas moi. Et si ça vous sert, en général, de ce que j'en vois, ça va jusqu'au coach. Ce n'est pas tant en termes de chiffre d'affaires, c'est tellement propre à chacun, mais ça va jusqu'à celui peut-être qui a créé sa salle s'il l'a créé correctement. Sinon, il y a au contraire beaucoup de choses à faire. Mais à partir du moment où, en général, Bon, après, je pense que c'est très compliqué à dire, mais il y a on a toujours au tous. moins des petites billes, Ouais. c'est sûr. Mais en gros, si là, quand vous m'entendez parler d'optimisation de votre structure, de votre temps, de votre argent, ça ne vous parle pas plus que ça, vous vous dites, tiens, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est sûrement qu'il y a énormément à faire. Si vous avez déjà eu un conseiller fiscal, un avocat, un comptable, etc., ben, étonnamment, je vais vous dire qu'il y a quand même des choses à faire, mais nettement moins. Après, on est dans un secteur tellement spécifique qu'il y a sûrement 2-3 petites billes encore à faire. Ouais, moi, j'ai un gros cabinet d'experts comptables à Dijon, mais je pense qu'il y aurait forcément des choses il y aurait peut-être forcément des choses à optimiser, ça c'est sûr. On avait échangé, je me souviens. Voilà, tu es dans une situation où je t'avais dit, à mon avis, que je ne peux pas grand-chose pour toi. Ouais, après, je te dis, il y a toujours, je pense, il y a toujours des optimisations parce que aussi, il y a la législation, elle évolue aussi. Donc, bien tu sûr. vois, il y a plein de choses. Non, mais il y a une chose à savoir, c'est que, en tout cas, moi, plein de gens pourront le faire. Moi, ce que je peux proposer se base sur mon expérience. Et là où je pouvais rien pour toi, ce n'est pas parce que tu as un cabinet comptable, parce que Kevin, récemment, qui est venu me voir, a un comptable, et pourtant, en optimisant, il a dégagé 10 000 de plus à l'année. Mais c'est vraiment parce qu'on n'a pas le même parcours, avec la même structure et avec le même mode de fond. Bon, ce n'est pas si précis que ça, mais ne serait-ce que ton fonctionnement en société, tu as plus d'expérience que moi sur celui-là. Je n'ai pas le droit et je ne voudrais pas te conseiller sur quelque chose que moi, une société immatriculée, c'est une poignée, ça doit faire 2 ans. Donc, j'ai aucun recul et aucune expérience pour transmettre mon expérience là-dedans. Par contre, un indépendant dans le coaching sportif, ça, j'ai creusé le thème à fond. Et là, je peux conseiller. À partir du moment où on est à son compte en indépendant, il y a énormément de choses à faire. Et là, peu importe mon chiffre d'affaires, peu importe ce que je fais, il y a vraiment beaucoup à faire, à mon avis. Yes, top. Bon, merci pour tout ça. Et puis, si Avec vous voulez aller plus loin et creuser, allez voir Manuel avec plaisir. Oui, venez surtout sur, comme on disait, sur le groupe, il y a de l'info en continu, vous piochez ce que vous voulez. Et clairement, déjà, c'est un bon début. Ça ouvre l'esprit à tout ce qu'il est possible de faire. Yes. Et à quoi ressemble en fait une de tes journées, une journée type de Manuel? Tu as vu mes cernes? Non, ça a beaucoup changé depuis que justement, il y a cette antenne formation. Comment tu répartis du coup tout ça entre la partie prépa, développement avec les coachs et autres, et puis du coup la formation? Clairement, il me reste 2 heures de terrain prépa. Ok. Aujourd'hui, voilà, moi j'assure 2 heures par semaine. Le reste du temps, c'est beaucoup de rendez-vous, soit de suivi avec des coachs, soit collectifs d'ailleurs. Donc, il va y avoir ça, des appels, du développement de tout ça. Donc, il y a plein de pistes à explorer, c'est beaucoup de poignées de main, c'est beaucoup de choses comme ça. Donc, c'est un agenda surtout d'appels, de rendez-vous ou de recherche permanente, remise en question permanente, qu'est-ce qu'on peut ajouter, qu'est-ce qu'on peut changer, etc. Mais voilà, c'est plus l'agenda du meneur de barque. Et après, derrière moi, j'ai du monde. Donc, des fois, aujourd'hui, il devait y avoir, mais elle sera décalée, une visio avec ma secrétaire pour faire des points sur certains trucs. J'ai ma femme qui s'occupe de la partie événementielle, voilà. Et de temps en temps dans l'année, j'ai également un pied sur des périodes sur le coaching à domicile, où il va falloir que, pareil, je m'occupe de certaines choses, mais ça va vraiment être dans cadrer, recadrer si besoin, prendre les décisions de où ça va. Et du coup, il n'y a pas vraiment de journée type, si ce n'est que le réveil sonne tôt, que le téléphone sonne beaucoup et que le coucher se fait tard. Mais après, dans la journée, je peux l'agencer assez comme je veux, si ce n'est ces 2 heures de terrain qui sont fixes et je ne prends rien dessus, quoi. Et comme tu es cartésien, je pense que tu as travaillé sur tes techniques de productivité. Est-ce que tu aurais un petit tips de productivité à nous partager? Alors, le premier, en plus, je ne le supporte plus, donc ne serait-ce que pour me faire plaisir, couper les notifications du téléphone. Couper les bip bip, les vup dès qu'il y a un mail. Les mails, c'est jamais urgent. Sinon, ce serait des appels ou des SMS.
couper les notifs Facebook, les push, comment on appelle ça, les pop-up ou les push-up, les notifications push de Facebook, ça vous parasite. L'écran s'allume, on le regarde, Ça, voire même on lit les ouais. notifs. Je déteste ça aussi. Ma petite femme, elle a encore. Mais quand ça bip et tout dans tous les sens, je lui dis, mais punaise. Ça bip. Alors, c'est pas dans le milieu du business, donc on les pardonne, mais dans ma famille, moi, j'ai ma sœur, ça bip tout le temps. Et pour lui avoir dit une fois, c'est l'actu. Voilà, c'est une notif de l'actu qui bip. Mais c'est affreux. Parce que du coup, je regarde. Moi, si je gardais les notifications des différents réseaux sociaux et tout, Ouais. là, je tombe fou au bout de 24 heures, tu vois. Le seul à garder, je pense, et c'est normal, ça ne s'appelle pas comme ça pour rien, c'est messagerie instantanée. Parce qu'en théorie, selon les pratiques de chacun, ça change, mais en théorie, messagerie instantanée, c'est que la personne veut que vous voyez le message maintenant. Donc ça, il faut le garder parce que c'est par là que passent les infos, on va dire, les plus urgentes, si je puis dire. Après, le reste du temps, c'est un agenda. Moi, je sais que je déroge parfois, même souvent à ma règle, malheureusement. Je ne devrais pas, mais normalement, avant 11 heures, je ne prends pas de rendez-vous. Parce que le matin, je suis efficace. Donc, le matin, j'avance sur tout ce qui est de côté. Tu verrais mon bureau, il y en a partout. Sinon, je n'avance jamais dessus parce qu'à partir d'un rendez-vous, il y a toujours quelque chose à faire derrière. Sinon, le rendez-vous ne servait à rien, il ne fallait pas le prendre. Normalement, il en ressort des actions à mener qui vont se rajouter à la liste. Mais si j'ai un autre rendez-vous, je n'ai pas le temps, etc., etc. Donc, pour avancer, il faut s'aménager des plages au moment où on est le plus productif, où on coupe. Et en parlant du coup de plage, comment tu fais toi pour t'améliorer tous les jours? Est-ce que tu t'es dit tous les lundis ou tous les matins de 8 à 9, j'apprends quelque chose ou comment tu fais toi pour gérer ça? J'ai eu ça. Non, maintenant, c'est plus… j'ai des accompagnements. Alors, est-ce que je mets tous les lundis? Ouais, dans l'agenda, quand même, j'ai ça. Je ne le vois plus parce qu'il se répète tous les jours. Mais j'ai un créneau le matin à 8 heures. Avec les petites, ce n'est pas si facile. Et sinon, par période, j'ai un créneau le soir. J'ai toujours une formation en cours ou un accompagnement en cours. J'essaie de ne pas les cumuler. J'en connais qui en font trop à la fois. Mais j'en ai toujours un en cours. Et du coup, à partir du moment où je l'ai en cours, c'est un devoir d'avancer petit à petit dessus. Et je le mets dans l'agenda. C'est un rendez-vous. Ouais. Excellent. Je rebondis là sur tes filles. Tu as combien d'enfants? J'ai 2 filles. La grande, qui n'est pas si grande, tu vas me dire, hein, mais elle a 3 ans et demi. Ouais. Et la petite a 8 mois. Ok. Il y a une question aussi que forcément on discute souvent entre nous, entre coachs, Ouais. c'est l'équilibre. Je pense que tu es bien placé aussi pour le savoir. L'équilibre entre la frontière entre le privé et le professionnel, c'est compliqué. Comment tu gères ça, toi, aujourd'hui? Je ne gère pas vraiment, je vais te dire. Ça reste toujours compliqué. On a l'impression d'avoir maîtrisé le sujet parfois. Et puis, 3 mois plus tard, on se rend compte que non, il y a un truc qui vient casser la balance. Ouais, donc, théoriquement, à 19 heures, comme j'ai plus de terrain le soir, je suis à la maison. Enfin, je travaille depuis chez moi majoritairement, mais je veux dire, je suis dans la cuisine, salon, partie commune, et je suis là. Si vraiment il y a des trucs, il n'y a jamais d'urgence dans notre métier, mais je tiens à faire quand même dans la journée, répondre rapidement. Le portable reste allumé, mais quand les filles sont couchées, vraiment le soir, et là, je m'y attelle si vraiment je trouvais que c'était urgent. Mais normalement, de 19h à 21h, c'est off, point. Ok, ça marche. Mais si ma femme m'écoute, elle va protester. Hein. Mais… Et comment tu gères du coup, parce qu'elle travaille avec toi, du coup, si j'ai bien compris. Ouais. Comment, alors ça m'intéresse parce que nous aussi, on travaille, je travaille avec Sophie. Comment tu fais pour gérer ça? Elle n'écoutera pas, hein, t'inquiète, tu crois? ça restera qu'entre nous deux. Ouais, non, ça aussi, c'est pas évident. Maintenant, on est bien sectorisé, ça va mieux. On s'est beaucoup marché sur les pieds. Tout ce qui a été, des conflits au moment boulot sont souvent ressortis sur l'oreiller derrière. Enfin, ça peut être vite catastrophique. Puis après, si on a les mêmes objectifs de vie, on trouve des solutions. Je pourrais vous dire, nous, comment ça se passe, mais c'est tellement propre à chaque couple, hein, j'ai envie de te dire. En tout cas, c'est assez sectorisé. Tu vois, je suis sur les formations et le développement global. Quand je prends les décisions pour la boîte, je la fais avancer. Elle est sur la partie opérationnelle et pas sur les formations, en tout cas. Sur le reste et plus sur l'opérationnel, décisions administratives, décisions qui n'ont pas un impact, on va dire, sur l'évolution quand il n'y a pas des grands tournants. On se lance dans le en ligne ou pas le en ligne, tu vois, ça vient à moi. Et après, quand cette décision est prise,
c'est elle vraiment sur l'opérationnel qui va déléguer pour quelle plateforme, quel procédé, quelle forme ça peut prendre. Elle a des décisions sur ça, mais au moins on ne se marche pas dessus. Vraiment, on essaie de sectoriser tout ça. Yes. Et avec l'expérience et puis le recul, est-ce que tu aurais fait les choses différemment si tu avais l'occasion de revenir en arrière? Ouais, j'aurais. C'est dur à dire parce que je ne l'aurais pas fait dans l'état où j'étais, mais maintenant je me dis que j'aurais dû tout de suite prendre des accompagnements, des formations, mettre un peu mon ego de côté. Quand tu as une vingtaine d'années, tu pumps, comme tu disais, tu es super sûr de toi. Voilà, des grosses remises en question ont été nécessaires pour gagner du temps. Donc, formation sur vente, marketing, formation sur l'entrepreneuriat, tout. Surtout quand tu viens pas de ce milieu-là. Tu aurais investi aussi dans le Bitcoin, non? J'aurais investi dans le Bitcoin aussi plutôt. Moi, c'est mon plus grand regret. En 2008, ouais, quand on m'en a parlé, ou 2009, je ne sais plus. Punaise. non, moi, quand on m'en a parlé, j'y suis allé par contre. Mais ouais. On m'en a parlé tard. Ouais. Et c'est quoi ton échec préféré? Mon échec préféré, en fait, ça va être... j'ai été pompier volontaire. Et dans ma caserne, ça s'est mal passé. Donc, ce n'est pas un échec au niveau coach sportif. Je sais que c'est ce que tu aurais peut-être voulu. Non. En fait, moi, je pense que ça t'a servi, ça te sert peut-être aujourd'hui. Énormément. Et ça m'a un peu poussé vers le Master STAPS. J'arrivais à la fin de la licence. J'avais encore ce questionnement. À la base, je la faisais pour ça. Je me suis inscrit au concours pro que j'ai eu, mais que j'en ai rien fait parce que j'avais pris entre la réponse et le concours la décision de ne pas le faire. Donc, le fait que ça se passe mal avec les supérieurs hiérarchiques, voilà, ça a été très douloureux. Et en fait, je pense que c'est ce qui m'a le plus orienté, servi, qui je voulais être d'une part et comment je voulais le faire, parce qu'il y a une hiérarchie dans les casernes, comme partout, mais on la sent encore plus dans la caserne. Et aujourd'hui, j'ai des équipes, et je sais quel type de hiérarchie je veux et quel type de management et quel type je ne veux pas. Donc, tu prônes quel type de management? Comment tu mettre es des mots dessus parce que je n'ai pas suivi les formations sur tout ça. Ouais. Non, mais toi, par rapport à ta sensation et ton vécu. Ce n'est pas une pyramide, ce n'est pas un escalier, c'est un regroupement. C'est un regroupement. Il y a une personne qui tient le volant, mais tout le monde peut venir dans la locomotive, dans la partie qui dirige, puis en ressortir, puis aller, puis venir, et c'est de l'échange. Par contre, tout le monde ne tient pas le volant, évidemment. Merci en tout cas de ce partage. Dernière question, parce qu'après, je vais te laisser. Je sais que le temps est compté. Un livre, un podcast, quelque chose, une ressource que tu pourrais nous partager, qui t'a, toi, beaucoup inspiré. Alors, ça peut être dans le domaine technique, vraiment prépa physique ou autre, ou ça peut être tu as parlé de développement personnel. Bref, est-ce qu'il y a des choses qui sont importantes pour toi? Ouais. Qu'est-ce qui m'a aussi encore plus passionné pour l'optimisation? C'est la semaine de 4 heures. Tim Ferriss. Ouais. Alors, je sais que certains le lisent et disent c'est à l'américaine, mais ce n'est pas pour moi, c'est que pour la vente. Là encore, il faut ouvrir un peu son esprit, essayer de le transposer. Comment je peux adapter ça? Il faut le lire plusieurs fois, en fait. Mais clairement, c'est monstrueux. On ne va pas parler de travailler que 4 heures, non. C'est un titre accrocheur, mais il y a énormément de choses à prendre, je pense, pour s'organiser et pour gagner du temps ou de l'argent. Et à côté, sur la technique, parce que je viens de la performance, mais tous ceux qui viendraient de la performance, allez sur le site de l'INSEP et il y a les rediffusions d'années et d'années de conférences ou de thématiques, ils appelaient ça aussi, sur des points précis, avec des pointures du domaine. C'est passionnant. C'est passionnant. Ok, excellent, top. Merci en tout cas, Manuel, c'était hyper inspirant. Est-ce que tu as une dernière chose, un dernier conseil que tu pourrais donner aux professionnels du fitness, aux coachs qui nous écoutent? Suivez le podcast. Suivez le podcast et encore une fois, restez ouvert, même quand vous voyez une info. Moi, le dernier accompagnement que j'ai pu prendre, si on parle de ça, j'ai cliqué sur une pub où les 20 premiers commentaires, c'était des insultes pour la personne. Je te jure, hein, c'est pas possible, tu m'étonnes, mais bien sûr, et tu vas nous prendre tout notre argent. Mais bon, restez ouvert, regardez ce qui se fait, creusez, jaugez. Je pense que vous êtes assez adulte et intelligent pour
vraiment voir quand c'est une arnaque ou pas, même si on a des bien faites. Bon, restez ouvert d'esprit et creuser un peu tous les sujets. C'est comme ça qu'on trouve des pépites, qu'on trouve des choses pour nous aider. Top. Merci en tout cas. J'aurais bien voulu parler de patrimoine d'investissement, parce que je t'ai entendu parler, mais bon, peut-être qu'on aura l'occasion d'en rediscuter. Et de toute façon, on reste en contact. Merci en tout cas. C'était une belle rencontre. Et pour être très franc avec toutes les personnes qui nous écoutent, je ne te connaissais pas, je t'ai juste connu via les réseaux et via en fait le petit réseau de coachs francophones. Donc, le monde est petit, mais en tout cas, voilà, une belle expérience. Merci de t'être livré, de nous avoir donné des pépites. Donc, pour tous ceux qui veulent avoir un business solide, l'optimisation, je pense que ça peut être un sujet intéressant. Donc, une nouvelle fois, allez voir le groupe privé de Manuel. Et puis, merci de suivre en tout cas le podcast. C'est une nouvelle aventure pour moi. Si vous êtes sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça permettra de faire connaître le podcast en sachant qu'il va s'adresser qu'à un microcosmos, un micro-marché. Donc, si vous avez des amis coachs, eh bien, faites-leur profiter de tout ça. En tout cas, c'est l'objectif. Moi, je m'inspire beaucoup. Ça me donne beaucoup d'énergie à la fois de voir que des gens se bougent parce que souvent, on se dit, ouais, en plus, là, on vit depuis 2 ans. Le secteur quand même du fitness, c'est assez compliqué. Il y a beaucoup de clubs, malheureusement, déposent le bilan. Il y a beaucoup de coachs qui ont arrêté. Bref, c'est pas… Voilà, même si on sait que, en tout cas, je pense qu'on a un rôle fondamental à jouer en tant que coach sur cette planète. Voilà, il faut dire que là, on en bave pas mal. Ouais. Donc, c'est cool de voir des personnes qui se bougent, qui, comme tu l'as dit, sortent du cadre. À un moment donné, il faut sortir de sa zone de confort et il faut aller voir ailleurs. Donc, merci à toi, Manuel. Merci à tout le monde. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel intervenant. Merci en tout cas tout le monde. Merci. Et à bientôt. Ciao. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. 2 petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.